dîner de Thanksgiving, mon père déclare devant tout qu'il a fini de faire semblant qu'elle est sa fille. Le silence. Je souris, me lève et dis, si tu es honnête ce soir. Je saisis un vieil objet dans le placard. Son sourire s'efface. Mon nom est Stella Dubois. J'ai 32 ans. Elle est indépendante parce qu'elle ne fait pas vraiment partie de cette famille, murmura mon père dans son verre de whisky. Puis, lorsque mon oncle lui demanda ce qu'il voulait dire, il me regarda droit dans les yeux et le répéta plus fort, j'en ai fini de faire semblant. Elle n'est pas ma fille. 31 invités, dîner de Thanksgiving, chez ma grand-mère. C'était en novembre dernier. Ma belle-mère tenait déjà un mouchoir avant même qu'il n'ouvre la bouche. Je n'ai remarqué ce détail que plus tard. Ce que j'ai remarqué, c'est le silence, puis le chaos. Un couteau qui tombe. Mon cousin de 7 ans demandant, « Pourquoi tonton Richard crie-t-il » Deux tantes se levèrent pour débarrasser les assiettes, car elles ne savaient pas quoi faire d'autre. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que ma belle-mère avait passé 2 ans à s'assurer que personne ne découvrirait jamais, était assis dans une boîte à chaussures poussiéreuse du placard du couloir, à 3 mètres de l'endroit où j'étais assise. Ma grand-mère l'y avait mise avant de mourir. Elle m'avait dit une fois, n'aille pas chercher les ennuis, mais si les ennuis viennent à toi, c'est là que se trouve ta réponse. J'avais 13 ans quand nous avons enterré ma mère. Cancer des ovaires, 8 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Je me souviens d'être resté au bord du cercueil dans une robe noire que ma mère avait choisie pour mon bal de fin de collège, parce que personne n'avait pensé à m'acheter quelque chose pour un enterrement. Mon père se tenait à 1 mètre à ma gauche. Il n'a pas tendu la main vers la mienne. Il ne m'a pas regardé. Il fixait le cercueil comme s'il lui devait quelque chose. Ma grand-mère, Éléonore, est celle qui m'a tenu. Elle a appuyé ma tête contre son manteau de laine et a murmuré, « Respire, ma chérie. Respire, c'est tout. » Ses mains sentaient la lavande et la crème froide. Je me suis accroché à elle jusqu'à ce que les fossoyeurs nous disent qu'il était temps de partir. 4 mois plus tard, mon père a ramené une femme à la maison. « Voici Diane, dit-il, une amie du bureau. » Diane avait une fille, Laurence, âgée de 9 ans. Boucle blonde, dents de devant encore en train de pousser. Elle m'a souri comme si nous allions être meilleurs amis. Mon père a pris Laurence dans ses bras et l'a portée jusqu'à la voiture. Il ne m'avait pas porté depuis que j'avais 8 ans. En 6 semaines, Diane avait emménagé. En 8, ma chambre à l'étage, celle avec la fenêtre donnant sur l'érable que ma mère avait planté, était devenue celle de Laurence. Elle est plus jeune, expliqua Diane, pliant la couette rose de Laurence sur mon vieux lit. Elle a besoin de soleil. J'ai déménagé au sous-sol. Mur en béton, une fenêtre au niveau du plafond. J'ai scotché mon certificat de félicitations à côté de l'interrupteur, car il n'y avait nulle part ailleurs où le mettre. Ma grand-mère est venue me rendre visite en octobre. Elle a traversé la maison lentement, regardant tout. Quand elle a vu le sous-sol, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte pendant un long moment. Puis elle m'a regardé et a dit très doucement, « Rappelle-toi, c'est ma maison. Personne ne te chassera de chez toi. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas à ce moment-là. J'avais 15 ans la première fois que j'ai entendu ça. Tard un mardi, un travail scolaire m'avait tenu éveillé jusqu'à 23 heures. J'ai monté à l'étage chercher de l'eau et je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte de la cuisine parce que la lumière était allumée et que la voix de Diane était basse. Fais attention, la voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. As-tu déjà vraiment regardé Stella, Richard ? Mon père était assis à table, une bière devant lui, cravate encore nouée. Elle n'a pas ta mâchoire. Elle n'a pas tes yeux. Silence. Juste le bourdonnement du réfrigérateur. Marguerite était seule ces années où tu voyageais pour le travail. Tu étais parti 3, 4 semaines à la fois. Une femme se sent seule, Richard. Le nom de ma mère dans la bouche de Diane sonnait faux, comme une inconnue portant ses vêtements. Mon père n'a rien dit. Il n'a pas défendu ma mère. Il ne m'a pas défendu. Il est resté assis là, appelé l'étiquette de sa bière, laissant les mots s'infiltrer en lui comme la pluie dans la terre sèche. À partir de cette nuit-là, il a cessé de me regarder dans les yeux. Je ne savais pas pourquoi. Je pensais avoir fait quelque chose. Je pensais peut-être que je lui rappelais trop maman, que me voir le blessait. Alors, j'ai essayé plus fort.
J'ai préparé le dîner 3 soirs par semaine. J'ai gardé mes notes parfaites. J'ai nettoyé la cuisine sans qu'on me le demande. Je me suis porté volontaire pour toutes les courses que personne ne voulait faire. Rien n'a fonctionné. Et Diane continuait de semer. Pas à moi, jamais en face de moi. Elle murmurait à mes tantes lors des barbecues, laissait entendre des allusions à Noël. Toujours indirectes, toujours niables. Richard a eu du mal ces dernières années. Il regarde Stella et se ferme complètement. J'essaie d'aider, mais ce n'est pas ma place. Elle n'a jamais dit les mots à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. Elle a construit l'histoire comme la météo, lente, constante, impossible à pointer du doigt mais impossible à ignorer. Ce Noël-là, Laurence avait 12 cadeaux sous le sapin. J'en avais un, une écharpe, l'étiquette disait de papa, mais l'écriture était celle de Diane. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai demandé de l'aide à mon père pour l'université. Nous étions sur le porche un dimanche. Il lisait le journal. J'avais répété la conversation 6 fois devant le miroir du sous-sol. Papa, j'ai été admise au programme de soins infirmiers de l'université de Lyon, UL. Je vais y réfléchir, dit-il, sans lever les yeux. Une semaine plus tard, Diane annonça à table que Laurence fréquenterait l'Académie de Versailles, une école préparatoire privée à 1 heure de route au nord. Frais de scolarité complets, uniforme, un nouvel ordinateur portable pour l'intégration. Mon père a souri à Laurence de l'autre côté de la table. Tu vas cartonner, ma puce. Je n'ai jamais eu de réponse concernant l'UL. Le silence était la réponse. J'ai contracté des prêts fédéraux, travaillé le service du matin à la cafétéria et le service de fermeture à la bibliothèque, étudié entre les deux pendant 4 ans d'école d'infirmière, et mon père m'a appelé 3 fois. Chaque appel posait la même question, quand es-tu diplômé? Pas parce qu'il voulait assister, mais parce que Diane voulait savoir quand je serais complètement parti de la maison. Jour de remise des diplômes, mai 2015. J'ai traversé la Seine en blouse blanche. Mon père n'était pas là. Diane et lui avaient pris l'avion pour la Floride pour la remise des diplômes de lycée de Laurence la même semaine. Ils ont choisi la sienne. Mais au 3e rang, pile au centre, applaudissant plus fort que quiconque dans l'auditorium, ma grand-mère. Après, elle m'a emmené déjeuner. Croque-monsieur et soupe à la tomate au dîner où elle allait depuis 40 ans. Elle a fait glisser une petite boîte sur la table. À l'intérieur se trouvait un pendentif en or, simple, délicat, chaud de sa poche. C'était celui de ta mère, dit-elle. Porte-le près de toi. Je le porte tous les jours depuis. Je ne savais pas alors qu'il y avait un minuscule mot plié caché à l'intérieur du fermoir de la médaille. Je ne l'apprendrai que 4 ans plus tard, lorsque ma grand-mère m'a réuni et m'a dit la vérité sur tout. Ma grand-mère est morte un jeudi de mars, 2 ans avant le Thanksgiving qui a tout changé. Je l'ai appris 2 jours en retard. Mon téléphone a sonné un samedi matin. Tante Ruth, la voix tremblante. Chérie, Éléonore est partie jeudi soir, paisiblement dans son sommeil. Quand sont les funérailles? Silence. C'était hier, Stella. J'ai conduit 6 heures. Quand je suis arrivé à la maison de ma grand-mère, celle où elle avait vécu 51 ans, celle où 3 générations de Dubois avaient pris leur dîner du dimanche. Les fleurs funéraires étaient déjà flétries sur le porche. Diane a ouvert la porte. Oh, Stella, nous avons essayé d'appeler. Elle n'avait pas essayé. J'ai demandé à aller dans la chambre de ma grand-mère juste pour m'asseoir, juste pour être près de ses affaires. Diane s'est placée dans l'embrasure de la porte, sans bloquer, juste en se positionnant. Les affaires d'Éléonore sont en cours de tri. Nous te préviendrons s'il y a quelque chose pour toi. J'ai regardé au-delà d'elle dans la cuisine. Sur le comptoir, à moitié caché sous un circulaire de course, j'ai vu une enveloppe en papier craft. L'adresse de retour indiquait Alderman et associé en écriture bleu foncé, un cabinet d'avocats. Diane a suivi mon regard, sa main a bougé, avec un calme étudié, et a fait glisser l'enveloppe sous une pile de courrier, comme pour ranger, comme si de rien n'était. Quand le testament sera-t-il lu, ai-je demandé. Il n'y a pas de lecture formelle, dit Diane. Richard a parlé avec l'avocat. Éléonore lui a laissé la maison, c'est tout. Les proches sont venus cette semaine-là. Personne n'a posé de questions. Richard était le seul fils. Cela semblait logique.
Mais en rentrant, j'entendais sans cesse la voix de ma grand-mère d'il y a des années, debout dans l'embrasure de ce sous-sol. C'est ma maison. J'ai passé devant le placard du couloir en sortant. Ma main a touché le bouton, l'a tenu une seconde, puis j'ai lâché. Je pensais que ma grand-mère était partie. Je pensais que tout ce qu'elle gardait n'avait plus d'importance. Je me trompais aussi sur ce point. Je dois remonter 3 ans avant le décès de ma grand-mère, en 2019, au jour où elle m'a dit la vérité. Ma grand-mère avait 77 ans cette année-là et était affûtée comme un rasoir. Elle a organisé un dépistage de santé familiale. Les maladies cardiaques étaient profondément ancrées dans la lignée du bois. Son mari, mon grand-père, était mort d'une crise cardiaque massive à 61 ans. Elle voulait que tout le monde soit testé. Elle a réservé un samedi au cabinet du docteur Perkins. Richard est venu. Je suis venu. Tante Ruth a fait le trajet depuis Lille. Quelques cousins. Nous avons tous donné des échantillons de sang et de salive pour un bilan de risque cardiaque. Richard a signé son formulaire de consentement entre 2 bouchées d'un beignet de la salle d'attente. Routine, sans incident. 2 semaines plus tard, ma grand-mère m'a demandé de venir chez elle, seule. Elle était assise à sa table de cuisine avec 2 tasses de thé déjà versées. Elle me regardait comme elle le faisait toujours, comme si elle pouvait voir toutes les versions de moi, 13 ans, 27 ans et 40 ans, tout à la fois. J'ai entendu ce que Diane dit à ton père, dit-elle. À propos de ta mère, à propos de toi. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas vrai, Stella. Rien de tout ça. Ta mère était fidèle. Elle était bonne. Et j'ai des preuves. Elle m'a dit avoir demandé à Génomique du Nord d'effectuer un test de paternité à partir des échantillons du dépistage de santé, les miens et ceux de Richard. J'avais donné mon échantillon volontairement, et elle avait demandé le test supplémentaire avec mon accord, me le demandant maintenant assise ici. Fais-le, dis-je. Je n'ai pas hésité. 3 semaines plus tard, le résultat est revenu. Probabilité de paternité, 99,998%. Ma grand-mère a scellé le résultat dans une enveloppe avec une lettre qu'elle avait déjà écrite. Elle a mis les 2 dans une boîte à chaussures bleue avec une photocopie d'un document que je ne comprenais pas encore entièrement. Elle m'a dit où elle le cachait, derrière ses vieilles chaussures dans le placard du couloir. N'aille pas chercher les ennuis, dit-elle. Mais si les ennuis viennent à toi, c'est là que se trouve ta réponse. Elle voulait confronter Diane elle-même. Elle avait un plan, mais elle voulait attendre le bon moment. Si nous allons les voir maintenant, Diane va le manipuler. Elle fera choisir ton père. Et pour l'instant, il la choisira, elle. Ma grand-mère est morte avant que le bon moment n'arrive. Et j'ai tenu ma promesse. Je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai prié pour ne jamais avoir à le faire. 3 semaines avant le dernier Thanksgiving, mon téléphone a vibré avec un SMS de Laurence. Rien que ça était étrange. Laurence et moi n'étions pas proches. Nous n'étions pas ennemis non plus, juste 2 personnes ayant vécu des vies parallèles dans la même maison sans jamais vraiment se connaître. Elle m'envoyait un SMS peut-être 2 fois par an. Anniversaire, Noël, c'était tout. Papa veut tout le monde là cette année. Grand dîner. Il a dit de t'assurer que tu viennes. Je l'ai lu 3 fois. Quelque chose dans la formulation, assure-toi que tu viennes, me dérangeait. Cela ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation. J'ai appelé tante Ruth ce soir-là. J'ai reçu un SMS étrange de Laurence, dis-je. À propos de Thanksgiving. Ruth fut silencieuse un instant. J'ai aussi entendu des choses, Stella. Diane est dans l'oreille de Richard plus que d'habitude. À ton sujet, à propos de la maison. Qu'en est-il de la maison? Une amie à moi, Gaëlle, l'agente immobilière de la rue des Tilleuls, m'a dit que Diane l'avait appelée la semaine dernière, lui demandant de faire une évaluation. Mon estomac est devenu froid. Elle essaie de la vendre. Elle essaie quelque chose, dit Ruth. Je me suis assise sur le sol de mon appartement et j'ai fixé le mur. Les pièces ont commencé à s'assembler. Diane voulait vendre la maison. Mais si le codicile de ma grand-mère me mentionnait, et je commençais à le croire, alors Diane avait besoin de m'écarter d'abord. Pas légalement, émotionnellement. Elle avait besoin que je sois si humilié, si brisé, que je ne revienne jamais réclamer quoi que ce soit.
Éléonore m'a parlé de cette boîte aussi, dit Ruth doucement. Elle m'a dit que si les choses devenaient trop dures, je devais te le rappeler. Je me souviens où elle est. Ensuite, va à Thanksgiving, Stella, mais va-t'en. J'ai failli dire non. J'ai failli rester à la maison et les laisser profiter de leur dîner et de leurs mensonges. Et Ruth, je viens aussi, dit-elle. Je n'étais pas invitée, mais je venais parce que j'avais promis à ta grand-mère. Le jour de Thanksgiving, j'ai déboulé dans l'allée à 14h30, une bonne demi-heure avant l'arrivée des invités. L'air de novembre était vif, et la maison ressemblait à la couverture d'un magazine. Diane avait engagé quelqu'un pour accrocher des guirlandes le long de la rampe du porche. Des lumières blanches tissées dans les buis, une couronne sur chaque fenêtre. C'était magnifique. Cela ressemblait à une scène. J'ai monté les marches du porche en portant une bouteille de vin comme chaque année. Robe en tricot bordeaux simple, le pendentif de ma grand-mère contre ma clavicule, les cheveux lâchés, aucune armure si ce n'est la vérité dont je priais de ne pas avoir besoin. Diane a ouvert la porte avant que je ne frappe. Stella, je suis si contente que tu puisses venir, ma chérie. Elle m'a serré dans ses bras, a tenu mes épaules une seconde de trop. Son sourire était large, mais ses yeux balayaient, me jaugeant, me lisant comme elle le faisait toujours. Puis elle m'a dirigé vers la gauche en direction de la cuisine. Viens m'aider avec la sauce au canneberge. J'ai regardé à droite en passant devant le couloir. La porte du placard, bouton de laiton blanc uni, était à 8 pas. Je pouvais voir le bord du porte-chaussures à travers l'entrebâillement de la porte. 8 pas. Mais la main de Diane était sur mon dos, me guidant dans l'autre direction. Dans la cuisine, des traiteurs dressaient les amuse-gueules. Diane avait mis le paquet, plat de maintien au chaud, serviette en tissu, vraie argenterie. Ce n'était pas un Thanksgiving en famille. C'était une production. J'ai jeté un coup d'œil à travers l'embrasure de la cuisine vers le salon. Richard était assis dans le fauteuil inclinable près de la fenêtre, fixant le vide. Un verre de marque de Macallan à la main, à 15h. Salut, papa. Il a tourné la tête, m'a regardé. Quelque chose a vacillé, puis s'est éteint. Tu es venu, dit-il. Pas, je suis content. Pas, tu es jolie. Juste une confirmation. Comme cocher un nom sur une liste. Les voitures se garaient dans l'allée, les portes se fermaient, des voix sur le porche. Je n'avais pas encore atteint le placard. À 15h15, la maison se remplissait. Des cousins que je n'avais pas vus depuis un an. Les amis de golf de Richard, les amis de Diane de son club de lecture. 2 femmes que je n'avais jamais rencontrées. Toutes deux trop bien habillées, riant trop fort à tout ce que Diane disait. J'ai attendu. À 15h20, Diane était plongée dans une conversation avec le traiteur à propos de la saucière. Laurence ajustait les étiquettes de place dans la salle à manger. Richard n'avait pas bougé de son fauteuil. J'ai essuyé mes mains sur un torchon. Les toilettes, ai-je dit à personne en particulier. Le couloir était vide. Juste des manteaux sur les crochets, le porte-parapluie et le placard au fond. J'ai marché normalement, sans me presser. Mon pouls battait dans ma gorge. J'ai ouvert la porte du placard. Manteau d'hiver, écharpe sur l'étagère du haut, et sur le sol, les chaussures de ma grand-mère, des chaussures plates orthopédiques beige et bleu marine, alignées proprement, intactes depuis sa mort. Personne n'avait pris la peine de les bouger. Je me suis agenouillé et j'ai tendu la main derrière la rangée du fond. Mes doigts ont touché du carton. Poussiéreux, froid. Le coin d'une boîte. Je l'ai sorti. Bleu délavé. Un logo Nike à moitié effacé sur le couvercle. Elle ne ressemblait à rien. Une vieille boîte à chaussures qui méritait d'être donnée. C'était le but. Ma grand-mère avait caché la chose la plus importante à l'endroit le plus ordinaire. Quelque chose à l'intérieur a bougé quand je l'ai incliné. Léger, du papier. Des pas. Laurence est apparue au bout du couloir. Oh, salut, Stella. Ça va? J'ai fait glisser la boîte en arrière. Oui, je cherche juste un cintre pour mon manteau. Elle a hoché la tête et a continué son chemin. J'ai compté jusqu'à 10, j'ai ressorti la boîte. Cette fois, je ne l'ai pas remise. Je l'ai glissée derrière le vieux manteau d'hiver de ma grand-mère, le long manteau de laine qui pendait encore au crochet le plus éloigné,
portant encore un fantôme de son parfum de lavande. J'ai fermé la porte du placard et je suis retourné à la cuisine. Diane a levé les yeux de la cuisinière. Tu as été partie un moment. Il y avait la queue pour les toilettes. Elle m'a étudié une seconde, puis s'est retournée vers la dinde. Mon cœur battait la chamade, mais la boîte était en sécurité, et je priais fort pour ne jamais avoir à l'ouvrir. À 16 heures, Diane a appelé tout le monde à table, et j'ai vu ce qu'elle avait fait. Des étiquettes de place, sur du papier cartonné couleur crème avec de petites feuilles d'or pressées dans les coins. Elle avait dû passer des heures dessus, ou payer quelqu'un pour ça. Richard était à la tête, Diane à sa droite, Laurence à sa gauche, au siège qui, à l'époque de ma grand-mère, avait toujours appartenu à l'aîné. J'ai trouvé mon nom tout au bout, coincé entre mon cousin Olivier de 7 ans et une femme nommée Brenda, qui s'est avérée être l'instructrice de pilates de Diane. 31 places. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un tribunal, et le jury était déjà assis. Tante Ruth est arrivée à 16h05. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Diane devenir vive pendant exactement une seconde avant de retrouver son mode hôtesse. Ruth, quelle surprise. J'en suis sûr, dit Ruth. Elle tirait déjà une chaise du placard du couloir et la coinçait entre deux cousins près du milieu de la table. Personne n'a discuté. On ne discutait pas avec Ruth Callaway. Elle avait 78 ans, faisait un M58, et avait un regard capable d'arrêter la circulation. Richard s'est levé pour dire la grâce. Il s'éclaircit la gorge et agrippa le dossier de sa chaise. Cette maison est dans notre famille depuis 3 générations. Maman aurait voulu que nous soyons tous ici. Il marqua une pause. Ses yeux parcoururent la table, passèrent sur moi, et continuèrent leur chemin. Tous ceux qui ont leur place ici. J'ai senti les yeux de Ruth sur moi, à 6 chaises de distance. Sous la table, la main de Diane s'est posée sur l'avant-bras de Richard. Une petite pression, un signe de tête si léger qu'on l'aurait manqué si on n'avait pas regardé. Je regardais. Richard a attrapé son verre, son 4e whisky. Il n'était même pas 16h30. Le pasteur Thompson, assis à la droite de Diane, invité spécial, joignit ses mains et baissa la tête. Tout le monde baissa la sienne. Sauf moi. Je regardais la porte du placard du couloir. La dinde était découpée. Les assiettes étaient pleines. Le bruit de 32 personnes mangeant et parlant s'est installé sur la table comme un brouillard chaud. Pendant 45 minutes, rien ne s'est passé. Diane a raconté une longue histoire sur la promotion de Laurence. Directrice régionale à 23 ans, la plus jeune de l'histoire de son entreprise. Tout le monde a applaudi. Richard rayonnait. Puis la femme de quelqu'un, Carole, je crois, mariée au cousin Denis, s'est tournée vers moi de l'autre côté de la table. Et toi, Stella? Comment va l'hôpital? Avant que je puisse répondre, Diane se pencha. Douce et serviable. Oh, Stella est très réservée. Elle a toujours été indépendante. Elle a dit le mot comme s'il signifiait autre chose. Je vais bien, merci, dis-je. Le service me tient occupé. La conversation a repris pendant environ 3 minutes. Oncle Gary, 2 bières avalées, regarda mon père de l'autre côté de la table. Richard, ça va? Tu as l'air d'avoir quelque chose en tête. Mon père fixait son assiette. Je vais bien. Diane posa sa main sur son bras. Elle se pencha près de lui, mais son murmure portait comme les murmures dans les pièces silencieuses, parfaitement audible à quiconque prêtait attention. Ce n'est pas grave, chérie. Tu n'as pas apporté ça seule ce soir. J'ai senti mon dos se redresser. Ruth a posé sa fourchette. Laissez l'homme manger en paix. Diane regarda Ruth comme un chat regarde une porte fermée. Ruth, c'est une affaire de famille. Je suis de la famille. 3 secondes de silence. Celui où tout le monde devient soudainement très intéressé par sa purée de pommes de terre. Puis Richard a attrapé son verre de whisky et l'a vidé. Il l'a reposé brusquement. Le bruit a coupé le bruit de la table comme un coup de feu. Toutes les têtes se sont tournées. Il a repoussé sa chaise et s'est levé. Mon père se tenait à la tête de la table, les 2 mains à plat sur le bois. La façon dont un homme se tient quand il essaie de rester droit. La femme de quelqu'un a dit, Richard, assieds-toi. Prends une tarte.
Il ne s'est pas assis. Je porte quelque chose depuis longtemps, dit-il. Sa voix était épaisse, instable, whisky et 18 ans de voix de Diane dans son oreille. Elle est indépendante parce qu'elle ne fait pas vraiment partie de cette famille. Les mots sont tombés comme une gifle. Carole a arrêté de mâcher. Denis a posé sa fourchette. Oncle Gary, de quoi parles-tu, riche? Mon père m'a regardé, droit dans les yeux. Et je l'ai vu, un éclair juste une demi-seconde. Le père dont je me souvenais d'avant, celui qui me portait sur ses épaules à travers le verger de pommiers. Ses yeux étaient humides et sa mâchoire serrée, et je pouvais voir qu'il savait au plus profond de lui que ce qu'il était sur le point de dire était faux. Il l'a dit quand même. J'en ai fini de faire semblant. Elle n'est pas ma fille. Marguerite n'a pas été fidèle. Je le sais depuis des années. La pièce s'est fissurée. Un couteau est tombé sur une assiette. Olivier, 7 ans, assis juste à côté de moi, a tiré la manche de sa mère. Pourquoi tonton Richard crie-t-il? 2 de mes tantes se sont levées simultanément et ont commencé à débarrasser les plats. Non pas parce que c'était l'heure, mais parce qu'elles ne savaient pas quoi faire de leurs mains. Quelqu'un vers l'extrémité de la table, je n'ai pas vu qui, a sorti un téléphone et l'a tenu bas sous la table, enregistrant ou envoyant un message. Je ne savais pas lequel. Oncle Gary s'est reculé de la table et est sorti sur le porche sans un mot. Diane a pressé un mouchoir contre son œil, et j'ai réalisé, en regardant en arrière, en assemblant les pièces, qu'elle avait ce mouchoir à la main avant même que mon père ne se lève. Elle le tenait tout ce temps. Je suis resté figé. 10 secondes, 15, le silence le plus long de ma vie. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Mes yeux brûlaient. Toute la pièce me regardait, attendant que je pleure, que je crie, que je m'enfuis. Puis je l'ai senti. Le pendentif, le collier de ma grand-mère, chaud contre ma poitrine. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds ont raclé le parquet. Et dans le silence, cela a sonné comme une porte qui s'ouvrait. Je me suis levé. Ma voix est sortie plus basse que je ne l'avais prévu. Plus ferme, aussi. Pas parce que j'étais calme, mais parce que tout en moi s'était immobilisé, comme l'air se fige avant une tempête. Si nous sommes honnêtes ce soir, papa, alors soyons tous honnêtes. J'ai fait un pas en arrière par rapport à ma chaise. La pièce a suivi mes mouvements. 31 paires d'yeux, fourchette suspendue, serviette figée en plein tamponnement. Mes chaussures sur le parquet étaient le seul son. Un pas, 2 pas, au-delà des chaises vides, au-delà du cousin Denis et de sa femme, au-delà de l'instructrice de pilates de Diane, qui attrapait déjà son sac à main. Stella, où vas-tu? La voix de Diane, encore douce, mais en dessous, une fissure capillaire. Je n'avais jamais entendu cette fissure auparavant. Je n'ai pas répondu. Le placard du couloir était à 10 pas. Je l'ai atteint et j'ai ouvert. L'odeur de ma grand-mère m'a frappé, lavande et laine et le léger cèdre des embauchoirs à chaussures usagées. J'ai tendu la main derrière son manteau d'hiver, mes doigts se sont refermés autour de la boîte, poussiéreuse, légère, ordinaire. Je l'ai tenue contre ma poitrine et me suis tourné vers la salle à manger. 31 visages, lumière des bougies, la dinde à moitié découpée au centre de la table comme une pièce montée absurde pour la pire nuit de ma vie. Diane s'était levée maintenant. Qu'est-ce que c'est? Plus de douceur. Sa voix était devenue plate, dure, et ses yeux, fixés sur la boîte à chaussures bleues, se sont écarquillés. Elle la reconnaissait. Je pouvais le voir. 2 ans qu'elle avait passé à fouiller cette maison après la mort de ma grand-mère. Chaque tiroir, chaque étagère, chaque placard, elle n'avait rien trouvé parce qu'elle cherchait quelque chose d'important, et ma grand-mère l'avait caché dans quelque chose d'ordinaire. Ruth a parlé depuis sa chaise, la voix basse et égale, comme elle parlait aux élèves indisciplinés depuis 40 ans. Diane, assieds-toi. Diane ne s'est pas assise, mais elle n'a pas non plus avancé. J'ai posé la boîte sur la table. Entre la sauce au canneberge et les bougies, j'ai soulevé le couvercle. Dessus, plié une fois, scellé dans une pochette en plastique transparente, une lettre, l'écriture de ma grand-mère, tremblante, inimitable. Diane a bougé vite, pas vers la boîte, mais vers le public. Elle s'est tournée vers la pièce avec les 2 paumes levées, les larmes coulant déjà. La performance était instantanée, parfaite, comme si elle l'avait répétée devant un miroir.
C'est exactement ce que j'ai dit à Richard. Elle est venue ici avec un plan. Sa voix est montée. Elle est jalouse de Laurence depuis le premier jour. Elle ne supporte pas que cette famille avance sans elle. Elle a pressé le mouchoir contre sa gorge, un geste de délicatesse, de souffrance. J'ai donné 18 ans à cette famille. 18 ans et c'est ce que j'obtiens. Quelques personnes ont bougé sur leur siège. Brenda, l'amie de Pilate, a hoché la tête avec sympathie, mais la plupart de la table regardait la boîte, pas Diane. Peut-être que nous devrions tous juste à commencer une de mes tantes. Je suis calme, a claqué Diane. Le masque a glissé pendant exactement une seconde. Puis elle l'a rattrapé, a adouci son visage, a pressé le mouchoir contre son œil. Richard, toujours debout, la main sur le dossier de sa chaise comme si c'était la seule chose qui le maintenait droit. Stella, assieds-toi. Ne rends pas les choses pires. Je l'ai regardé. Mon père. L'homme qui m'a porté à travers les vergers de pommiers. L'homme qui a laissé une étrangère effacer ma mère de sa mémoire. Je ne rends rien de pire, papa. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça ce soir. Diane a pointé du doigt. Tu vois, elle tourne toujours tout sur Diane. Chut. La voix de Ruth a coupé la pièce comme une cloche. Pas fort, juste définitif. Laissez-la parler. La mère d'Olivier l'a attrapée et l'a emmenée vers le salon. Deux des amis de Diane ont échangé un regard. La pièce rétrécissait, non pas en taille, mais en patience. J'ai fait glisser la lettre de sa pochette en plastique, les déplier. L'écriture de ma grand-mère a vacillé un instant parce que mes yeux étaient humides, et j'ai cligné des yeux forts jusqu'à ce qu'elle se stabilise. J'ai commencé à lire. Chère Stella. Ma voix s'est cassée sur son nom. J'ai dégluti, j'ai recommencé. Chère Stella, si tu lis ceci, cela signifie que les choses sont devenues assez graves. Je suis désolé de ne pas avoir pu régler ça de mon vivant. J'ai essayé, mais Diane est patiente, et ton père est faible. Un bruit est venu de l'autre bout de la table. Quelqu'un, je crois que c'était tante Carole, a inspiré brusquement. Ta mère Marguerite a aimé ton père jusqu'au jour où elle a fermé les yeux. Elle était fidèle. Elle était bonne. Les choses que Diane a murmurées à son sujet, je les ai entendues. Toutes. J'ai dû m'arrêter, respirer. Les mots étaient ceux de ma grand-mère. Mais la colère derrière eux était aussi la mienne. Colère pour ma mère, qui ne pouvait pas se défendre, qui était morte depuis 19 ans et était toujours traitée de menteuse par une femme qui ne l'avait jamais rencontrée. Et je ne laisserai pas une femme morte être calomniée dans sa propre maison. Marcus, mon cousin, s'est penché en arrière sur sa chaise et s'est couvert la bouche avec la main. Dans cette boîte, j'ai laissé ce que j'ai pu rassembler. Pas pour la vengeance, Stella, mais pour la vérité. Parce que la vérité est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever. J'ai reposé la lettre. Mes mains tremblaient. La pièce était si silencieuse. Je pouvais entendre les bougies vaciller. La voix de Richard, faible. Maman était confuse à la fin. Elle ne savait pas ce qu'elle. Ruth l'a coupée sans élever la voix. Éléonore était plus vive à 80 ans que la plupart des gens dans cette pièce, Richard, y compris toi. Diane, les bras croisés. Les divagations d'une vieille femme. Cela ne prouve rien. Ruth m'a regardé, ferme, certaine, de la même manière que ma grand-mère me regardait. Il y a plus dans cette boîte, Stella. Continue. J'ai plongé la main dans la boîte et j'ai sorti la deuxième enveloppe. Elle était en papier craft, jaunie sur les bords. Le logo de Génomique du Nord était imprimé dans le coin supérieur gauche. Une double hélice en encre bleue légèrement délavée. L'écriture de ma grand-mère au-dessus, pour la vérité. Éléonore 2019. En 2019, dis-je, ma grand-mère a organisé un dépistage de santé familiale. Les maladies cardiaques courent chez les Dubois. Grand-père est mort d'une crise cardiaque à 61 ans. Elle voulait que tout le monde soit testé. J'ai regardé mon père. Papa, tu as donné un échantillon de sang. Moi aussi. Nous avons tous signé des formulaires de consentement au cabinet du docteur Perkins. Le front de Richard se plissa. Il se souvenait. Mamie a demandé au laboratoire d'effectuer un test de paternité à partir de ces mêmes échantillons. Elle me l'a dit.
J'ai accepté. J'ai ouvert l'enveloppe, j'en ai sorti une seule feuille, je l'ai tenue là où la lumière des bougies pouvait la saisir. Probabilité de paternité, ai-je lu. 99,998%. La pièce n'a pas eu de halètement. Ça, c'est un truc de film. Ce qui s'est réellement passé était pire. Un silence lent et roulant comme l'air qui s'échappe de quelque chose. Denis s'est penché pour voir le papier. La main de Carole s'est portée à sa poitrine. Marcus s'est levé de sa chaise, a fait 3 pas vers la fenêtre et s'est arrêté, fixant le vide. « Je suis ta fille, papa. » Ma voix ne s'est pas cassée cette fois. Elle était basse et égale et plus triste que je ne l'aurais voulu. « J'ai toujours été ta fille, Diane. » N'importe qui peut falsifier Génomique du Nord, dit Ruth depuis son siège, calme comme la pierre. J'ai conduit Éléonore là-bas moi-même. Le laboratoire stocke les échantillons. Ils ont des dossiers. Appelez-les, Diane. Appelez-les maintenant. J'ai posé le papier sur la table, face visible à côté de la sauce au canneberge. Ce n'est pas un document juridique, dis-je. Mais il provient d'un laboratoire certifié avec des échantillons stockés. Et si quelqu'un dans cette pièce a des doutes, papa, tu peux aller dans n'importe quelle clinique demain et nous le referons. Je paierai. Personne n'a parlé. Mon père fixait le papier comme s'il s'agissait d'un miroir lui montrant quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Mon père a ramassé le rapport de laboratoire. Ses mains tremblaient tellement que le papier bruissait. Il l'a lu, l'a relu. Puis il l'a reposé et a regardé Diane. Pas de la manière dont un mari regarde une femme. De la manière dont un homme regarde une porte verrouillée qu'il vient de réaliser avoir construite lui-même. Tu m'as dit, sa voix n'était qu'un murmure. Tu m'as dit qu'elle n'était pas à moi. Le menton de Diane s'est levé. Richard, je le croyais. Marguerite était. Marguerite était ma femme. Le mot est sorti de lui comme quelque chose d'arraché. 2 des tantes se sont figées à mi-chemin dans l'embrasure de la cuisine, assiette à la main. Et Stella est ma fille. Et je viens devant tout le monde. Il s'est assis. Pas délibérément. Ses jambes ont juste lâché. Il a mis sa tête dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Je me tenais à 2 mètres de là, assez près pour le toucher. Chaque instinct que j'avais construit au cours de 18 ans, sois gentille. Sois patiente. Va vers lui. Facilite les choses. M'attirait comme un courant. Mes pieds voulaient bouger. Mes bras voulaient s'étendre. Je n'ai pas bougé. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi moi-même d'abord. La chaise de Laurence a raclé en arrière. Elle s'est levée sans regarder personne, a marché jusqu'à la porte d'entrée et a disparu sur le porche. La porte s'est refermée derrière elle. Diane se tenait toujours debout, jouant toujours son rôle, mais le public s'était détourné. Richard, elle manipule. Arrête. Un seul mot. Mon père l'a dit sans lever la tête de ses mains. Un seul mot visant la femme qu'il avait choisie à ma place pendant 18 ans. Mais assise dans cette salle à manger, le regardant s'effondrer, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti le poids de toutes les années où ce mot est arrivé trop tard. 18 ans trop tard pour une seule syllabe. Les bougies vacillaient. La dinde restait intacte. Et j'avais encore une dernière chose dans la boîte. J'ai plongé la main dans la boîte une dernière fois. Le dernier article était un document photocopié. 4 pages agrafées dans le coin avec l'écriture de ma grand-mère en marge. Original chez Alderman et Associés. C'est une copie, dis-je. L'original est chez l'avocat de ma grand-mère, mais voici ce qu'elle voulait que tout le monde sache. J'ai lu la section pertinente à voix haute. Ma voix était stable maintenant, non pas parce que je ne tremblais pas à l'intérieur, mais parce que les mots de ma grand-mère méritaient d'être entendus clairement. Moi, Éléonore Marie Dubois, étant saine d'esprit, amende par la présente mon dernier testament avec le codicile suivant, je lègue la résidence familiale 6 au 14, chemin des Érables à ma petite-fille, Stella Marguerite Dubois, en pleine et inconditionnelle propriété. Quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu, je n'ai pas vu qui ». Le codicile stipule la raison. Mon fils Richard a été indûment influencé dans ses décisions concernant son premier-né. Je lègue la maison familiale à Stella pour m'assurer qu'elle aura toujours un endroit où aller. Diane est devenue blanche, pas rouge. Blanche.
La couleur a quitté son visage comme l'eau s'égouttant d'un évier. Ce n'est pas valide, dit-elle. Richard m'a dit qu'Éléonore lui avait tout laissé. Ruth a parlé, toujours assise, toujours calme. Parce que vous avez caché les lettres du cabinet d'avocat, dit Anne. Monsieur Alderman leur a envoyé 2 lettres de notification à cette maison. Aucune n'a reçu de réponse. Elle a marqué une pause. Il me l'a dit lui-même. La pièce s'est tournée vers Diane comme une girouette dans un vent changeant. Pas d'un coup, mais inévitablement. Richard a levé la tête. Ses yeux étaient gonflés. Sa voix était rauque. Tu as caché le testament de ma mère. Diane a attrapé son sac à main au dossier de sa chaise. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour la première fois en 18 ans, Diane Dubois n'avait rien à dire. La voix de Ruth l'a suivie jusqu'à la porte. Tu peux partir, Diane, mais la vérité reste. Diane s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, le sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier. Elle s'est retournée une dernière fois. Je m'attendais à du venin. Ce que j'ai eu était presque pire, un plaidoyer déguisé en indignation. Vous faites tous une erreur. J'ai donné les meilleures années de ma vie à cette famille. Marcus, qui se tenait près de la fenêtre, les bras croisés depuis le résultat de l'ADN, a secoué lentement la tête. Diane, allons. 3 mots. Mais la lassitude dans sa voix, la déception, portait plus de poids que n'importe quel discours. Une de mes tantes a pris un plat de service et est entrée dans la cuisine sans regarder Diane. Une autre a suivi. Pas dramatique, pas conflictuel, juste terminé. La façon dont les femmes du Midwest mettent fin aux choses en refusant silencieusement d'être dans la même pièce. Diane a regardé Richard. Tu viens? Il était toujours sur sa chaise, tenant toujours le rapport de laboratoire. Il n'a pas levé les yeux. J'ai besoin d'une minute. Richard. Il n'a rien dit. Diane est partie. Ses talons ont claqué sur les marches de devant. Une portière de voiture a claqué. Le moteur a démarré. Le gravier a crissé tandis qu'elle reculait dans l'allée. Et puis, c'était le calme. 30 personnes dans une salle à manger. Chandelle presque éteinte. Nourriture qui refroidissait. Personne ne savait quoi faire ensuite, car il n'existe pas de livre d'étiquette pour cela. Pas de chapitre intitulé « Que servir après l'effondrement des mensonges de votre belle-mère à table ?» Le pasteur Thompson a plié soigneusement sa serviette. Je pense que la famille pourrait avoir besoin d'espace, dit-il, et quelques amis de Diane et les amis de golf ont murmuré leur accord, ramassant leurs manteaux, disant de doux au revoir. Je suis sorti sur le porche pour prendre l'air, et c'est là que j'ai trouvé Laurence. Elle était assise sur la première marche, les coudes sur les genoux, fixant l'allée où les feux arrière de sa mère venaient de disparaître. Elle ne pleurait pas pour Diane. Je le savais. Elle pleurait pour la chose sous-jacente. La réalisation que la vie qu'elle avait vécue, la famille qu'elle croyait avoir, avait été construite sur des fondations que sa mère empoisonnait depuis 18 ans. Et la fondation venait de se fissurer. À 19h, la maison était presque vide. Quelques proches traînaient dans la cuisine, emballant les restes dans du papier d'aluminium, parlant à voix basse. Ruth faisait la vaisselle au lavabo comme si c'était un autre jeudi. Main ferme, eau chaude, aucun mouvement gaspillé. Je me suis assise sur la marche inférieure de l'escalier avec mon téléphone à la main. J'avais déjà composé le numéro imprimé sur la page de garde du codicille. Gérald Alderman, avocat. Il a sonné 4 fois. Messagerie vocale. La voix d'un homme plus âgé. Sans hâte. Vous avez joint le cabinet de Gérald Alderman. Nous sommes fermés pour le jour férié. Veuillez laisser un message et nous vous rappellerons le prochain jour ouvrable. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille et j'ai essayé de garder ma voix régulière. Monsieur Alderman, c'est Stella Dubois, petite fille d'Éléonore Dubois. J'ai trouvé la boîte. J'ai besoin de vous parler. Veuillez me rappeler. J'ai raccroché, fixé l'écran. Rien. La confirmation devrait attendre. Richard était toujours à la table de la salle à manger, seul maintenant. Les étiquettes de place avaient été débarrassées autour de lui, mais il n'avait pas bougé. Il ressemblait à un homme assis dans les ruines de quelque chose qu'il avait aidé à démolir. J'ai passé devant lui en direction de l'escalier,
me suis arrêté. Je reste ici ce soir, papa, dans la chambre de mamie. Nous réglerons le reste plus tard. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang et vieux, plus vieux que 58 ans. Stella, je. Pas ce soir, papa. J'ai agrippé la rampe. Pas ce soir. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre de ma grand-mère, j'ai ouvert la porte. Lavande, la courte pointe qu'elle avait depuis 1987. Sur la table de chevet, une photo encadrée de ma mère, jeune et riant dans le jardin arrière. Diane avait enlevé toutes les autres photos de Marguerite de cette maison, mais elle n'était jamais entrée dans cette pièce. Je me suis allongé sur le lit de ma grand-mère, tenant la boîte à chaussures bleues vide contre ma poitrine. Elle avait fait son travail. Mais je n'ai pas dormi, non pas à cause du silence, mais à cause de la question qui tournait dans ma tête comme un oiseau qui refusait de se poser. Pourquoi a-t-il fallu 18 ans et un morceau de papier à mon père pour me regarder? Mon téléphone a sonné à 8h14 le lendemain matin. J'étais déjà réveillé. Je n'avais pas vraiment dormi. La pièce était froide et grise, comme les matins de Nouvelle-Angleterre à la fin novembre. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. Mademoiselle Dubois, c'est Gérald Alderman. J'ai reçu votre message. Sa voix était chaude, mesurée, la voix d'un homme qui pratiquait le droit depuis 40 ans et qui n'avait jamais prononcé une phrase à la hâte. Je m'attendais à cet appel, dit-il. Pas spécifiquement aujourd'hui, mais éventuellement. Votre grand-mère m'a dit que cela arriverait. Je me suis assise, j'ai tiré la courte pointe autour de mes épaules. Est-ce réel? Le codicille? Est-il valide? Il l'est. Éléonore l'a exécuté dans mon bureau le 14 septembre 2020. 2 témoins, tous 2 membres de mon personnel, ni l'un ni l'autre liés à la famille, notariés. Elle a également signé une déclaration de capacité, et j'ai personnellement documenté son acuité mentale au moment de la signature. Il a marqué une pause. J'ai envoyé 2 lettres de notification à la maison après son décès. Aucune n'a été retournée. Aucune n'a été reconnue. Je soupçonnais une interférence, mais je n'avais aucune preuve jusqu'à maintenant. Diane les a interceptées, dis-je. Cela correspond à ce que je soupçonnais, et c'est quelque chose que le tribunal des successions prendra au sérieux. J'ai expiré. L'air a quitté ma poitrine d'une manière qui ressemblait à quelque chose qui se dénouait. Que dois-je faire maintenant? Venez à mon bureau lundi. Nous déposons le transfert par voie successorale. Cela pourrait prendre quelques semaines, peut-être 2 mois, mais la documentation est complète, Stella. Votre grand-mère s'en est assurée. J'ai regardé par la fenêtre, le jardin arrière, le jardin de ma mère, maintenant envahi, principalement des tiges mortes et de la terre nue. Mais la bordure de buis qu'elle avait plantée il y a 25 ans était toujours debout. Merci, monsieur Alderman. Ne me remerciez pas. Une pause, un adoucissement. Remerciez Éléonore. Elle a fait tout le travail difficile. J'ai raccroché, posé le téléphone sur la courte pointe, pressé mes paumes contre mes yeux jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. Puis je suis descendu préparer du café, car le monde continue de tourner même après s'être brisé. 2 semaines plus tard, voici à quoi ressemblaient les décombres. Diane avait engagé un avocat. L'avocat a examiné le codicille, les 2 témoins indépendants, la notarisation, la déclaration de capacité, le dépôt au comté, et a refusé de prendre l'affaire. Il n'y avait rien à contester. Ma grand-mère avait bâti ses papiers comme une forteresse. Diane a appelé le pasteur Thompson ensuite, lui demandant de s'asseoir avec moi pour parler de pardon et d'unité familiale. Le pasteur Thompson lui a dit poliment mais clairement, « J'étais là, Diane. Je pense que la personne qui a besoin de conseils en ce moment n'est pas Stella. » Dans l'église, le réseau des murmures s'est inversé. Pendant 18 ans, Diane avait été la dévouée seconde épouse, la femme qui avait sauvé Richard de son chagrin. Soudain, les gens se souvenaient de choses. De petits moments, de commentaires faits à la volée qui semblaient différents à la nouvelle lumière. Elle a toujours coupé la parole à Stella lors des repas partage. Vous vous souvenez quand elle a oublié d'inviter Stella à la crèche de Noël? La même communauté qui avait acquiescé à la version de Diane pendant près de 2 décennies réécrivait maintenant tranquillement, inconfortablement, l'histoire. Mon téléphone s'est rempli de messages. Marcus, ta grand-mère serait si fière. Tante Carole,
Je suis désolé de ne pas avoir vu plus tôt. Quelques personnes sont restées silencieuses. Je ne leur en voulais pas. Il faut du temps pour admettre qu'on s'est fait avoir. Alderman m'a appelé avec une information supplémentaire, les lettres de notification interceptées. Le refus de Diane de répondre à la correspondance légale concernant la succession pouvait être signalé au tribunal des successions. Le tribunal pourrait la sanctionner, potentiellement l'interdire de toute implication dans les futures procédures successorales. J'ai choisi de ne pas y donner suite. Je voulais la maison et la vérité. C'était suffisant. Puis le pasteur m'a appelé en privé et il m'a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Il y a 3 ans, dit-il, votre grand-mère est venue me voir. Elle m'a demandé mon avis sur la rédaction d'un codicille, si c'était la bonne chose à faire. Qu'avez-vous répondu? Je lui ai dit de suivre sa conscience, et elle s'est assise sur la chaise où tu es probablement assise en ce moment et a dit, ma petite fille aura besoin d'une armure un jour. C'est la meilleure que je puisse forger. J'ai pressé le téléphone contre mon front et j'ai pleuré pour la première fois depuis Thanksgiving. Laurence a appelé un dimanche, 3 semaines après Thanksgiving. J'étais à la table de la cuisine de mon appartement, évaluant si je pouvais me permettre de prendre un congé sans solde pour la procédure successorale, lorsque son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie vocale. Puis j'ai décroché. Salut, Laurence. Salut. Sa voix était petite, plus jeune que 23 ans. Tu as 1 minute? J'en ai. 4 secondes de silence. Je les ai laissés passer. Je pense que je savais que quelque chose n'allait pas. Elle l'a dit lentement, comme si elle déposait chaque mot sur une surface et vérifiait s'il supporterait son poids. Je voulais juste ne pas y faire face. J'ai fermé mon ordinateur portable, lui ai donné le silence dont elle avait besoin. Je voyais comment maman te traitait. Je voyais papa cesser de te regarder et je continuais à prendre les bonnes choses pour moi. La chambre, les frais de scolarité, le siège à table. Son souffle s'est coupé. Je me disais que ce n'était pas mon problème, que c'était entre toi et papa. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Non, dis-je, ce n'est pas vrai. Plus de silence, un reniflement. Maman continue de m'appeler. Elle dit que tu as volé la maison, que mamie Éléonore était sénile, que tu as manipulé tout le monde. Qu'en penses-tu? La plus longue pause de l'appel. Puis très doucement, je pense que mamie Éléonore était la seule personne honnête dans cette maison. Je ne me suis pas précipité pour la consoler. Je ne l'ai pas non plus accablée. Elle avait 23 ans et l'histoire dans laquelle elle avait vécu, celle où sa mère était l'héroïne et moi l'outsider difficile, s'était effondrée. Ce genre de confrontation n'a pas besoin de conseils. Elle a besoin d'espace. J'apprécie que tu dises ça, Laurence. Ça a dû te coûter. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Je ne vais pas te dire quoi faire avec ta mère. C'est ta route. Mais si jamais tu veux parler, juste toi et moi, sans parti pris. Je décrocherai. D'accord. D'accord. Nous avons raccroché. Ce fut la conversation la plus courte et la plus honnête que nous ayons jamais eue. Mon père a demandé à se rencontrer dans un café. Terrain neutre. J'ai accepté. Il était déjà là quand je suis arrivé. Banquette d'angle. Americano intact. Les 2 mains enroulées autour de la tasse comme s'il essayait de se réchauffer de l'intérieur. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'à Thanksgiving. J'ai regardé de vieilles photos hier soir, dit-il avant même que je m'assoie. Tu as les yeux de ma mère. Tu as le sourire de Marguerite. Il a dégluti. Comment ai-je pu me permettre d'oublier ça? J'ai enlevé mon manteau, l'ai accroché au crochet, me suis assise en face de lui. Tu n'as pas oublié, papa. Tu as choisi de croire quelqu'un d'autre. Il a tressailli. Pas de manière spectaculaire, juste une petite contraction autour des yeux, comme le soleil frappant une blessure. Elle a commencé 6 mois après le mariage, dit-il. Diane. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé de vieux messages dans le téléphone de Marguerite. Elle disait qu'elle ne voulait pas me blesser, mais qu'elle pensait que j'avais le droit de savoir. Il a fixé son café. Marguerite était partie. Elle ne pouvait pas me dire que c'était faux. C'était là. La partie la plus cruelle de toute la stratégie de Diane.
Elle avait attaqué quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Tu aurais pu faire un test ADN à n'importe quel moment pendant 18 ans, papa. 100 €, 3 jours. J'avais peur. Tu n'avais pas peur que la réponse prouve qu'elle avait raison. J'ai gardé ma voix posée. Je lui devais cela. Tu avais peur que cela prouve qu'elle avait tort, parce qu'alors tu aurais dû faire face à ce que tu m'as fait. Le café bourdonnait autour de nous. Un mixeur, un rire, la vie normale. Qui continuait. Je suis désolé, Stella. Je ne suis pas prête à te pardonner tout de suite, papa. Peut-être un jour, mais pas parce que tu dis désolé aujourd'hui. Parce que tu changes réellement. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. C'était quelque chose. La maison est à moi maintenant. Mamie s'en est assurée. Je ne la vends pas. Je ne vous mets pas à la porte. J'ai fermé ma fermeture éclair. Mais les mensonges de Diane ne sont plus les bienvenus dans cette maison. Et si tu veux faire partie de ma vie, tu dois le gagner à partir de maintenant. J'ai laissé de l'argent pour les 2 cafés sur la table. J'ai marché jusqu'à la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas par cruauté, mais par autopréservation, parce que si je m'étais retourné et l'avais vu pleurer, j'aurais peut-être pu me rasseoir et recommencer tout le cycle. Et j'en avais fini avec ce cycle. Un mois après Thanksgiving, les papiers de succession avançaient. Alderman a dit que tout était simple. Encore quelques semaines, peut-être 2 mois, et le transfert de titre serait finalisé. Entre-temps, j'avais commencé à venir à la maison le week-end, non pas pour la réclamer, mais pour m'en souvenir. J'ai passé un samedi à nettoyer la chambre de ma grand-mère. Dans le placard, j'ai trouvé 3 boîtes à chaussures, du genre ordinaire, pas la bleue, remplies de photographies. Stella a 2 ans sur les épaules de Richard à la foire du comté. Marguerite dans le jardin, de la terre sur les genoux, riant à la personne derrière l'appareil photo. Éléonore me tenant le jour de la remise des diplômes. Son visage fendu du plus large sourire que je lui avais jamais vu. J'ai porté les photos en bas. Le mur du salon, celui au-dessus de la cheminée, était nu. Diane avait remplacé toutes les photos de famille par ses propres choix il y a des années. Paysage, impression générique, rien avec un visage. J'ai accroché la photo de Marguerite en premier, au centre du mur. Ma mère, 30 ans, debout dans le jardin arrière avec le soleil dans les cheveux. Puis Éléonore à côté d'elle. 2 femmes qui m'aimaient quand le monde rendait cela difficile. J'ai appelé Ruth depuis la cuisine. Merci, tante Ruth, d'avoir tenu ta promesse. Oh, tais-toi. Sa voix s'est pourtant cassée. Elle serait si fière, ma chérie. Tu ne t'es pas seulement défendue. Tu as défendu Marguerite aussi. Richard était toujours dans la maison, dormant au rez-de-chaussée. La condition de Stella. Diane ne met plus les pieds dans cette maison. Il avait accepté sans discuter. Il avait commencé à voir un thérapeute. Le pasteur Thompson avait fait la recommandation. Que cela change quoi que ce soit, je ne le savais pas. C'était sa route à lui. Je me suis assise sur le porche ce soir-là, froid de décembre, thé chaud, le même porche où ma grand-mère s'était assise pendant 51 ans. Dans son tiroir de table de chevet, j'avais trouvé un dernier papier. Pas un document légal, pas une preuve, juste un mot de son écriture. Stella, la maison n'est que du bois et des murs. Tu es le foyer. Amour, mamie. Je l'ai plié et je l'ai mis dans mon portefeuille derrière mon permis de conduire, là où je pouvais le sentir chaque fois que je tendais la main vers quelque chose d'ordinaire. Je n'ai pas gagné cette nuit-là. Il n'y a pas de victoire quand ton père te traite d'étrangère devant toute ta famille. Mais j'ai arrêté de perdre. J'ai arrêté de laisser le silence être confondu avec l'acceptation. J'ai arrêté de laisser les mensonges de quelqu'un d'autre définir qui je suis. J'ai arrêté de m'enflammer pour réchauffer leur maison. Et il s'est avéré que la maison était la mienne tout ce temps. Si vous m'écoutez et que vous reconnaissez quelque chose, le favoritisme, les murmures, le sentiment d'être effacé au sein de votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas fou. C'est réel. Et vous n'avez pas à gagner l'amour qui vous était dû à la naissance. Ma grand-mère m'a appris cela. Pas avec une conférence, pas avec une confrontation, mais avec une boîte à chaussures bleues cachée derrière ses vieilles chaussures, avec une lettre qui défendait l'honneur de ma mère décédée,
avec la vérité qu'elle a eu le courage de sauvegarder quand j'étais trop jeune pour la sauver moi-même. Voici ce que j'ai appris maintenant que la poussière est retombée et que je vois clairement. Le temps n'est pas le pardon. Le pardon exige le changement. Et les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures. Vous décidez qui obtient la clé. J'aime toujours mon père. J'apprends si je peux lui pardonner. Certains jours je pense oui. Certains jours je m'assois sur le porche de ma grand-mère et j'ai 13 ans à nouveau, debout devant une tombe. Et le pardon ressemble à une langue étrangère. Mais je ne m'en dirai plus jamais quelqu'un de m'aimer en retour. C'est ma maison maintenant. 3 générations de femmes du bois s'y sont accrochées. Ma grand-mère, ma mère, et maintenant moi. Et pour la première fois en 18 ans, j'ai ma place quelque part.